Vous m'entendez? Oui. On a intitulé notre colloque « Les territoires dans la grande transition ». Et en fait, il nous a semblé important de vous dire quelques mots sur ce que peut être cette grande transition, qui est quelque chose d'assez mystérieux et qui peut prêter à confusion. Ça peut prêter à confusion parce que la grande transition, ce n'est pas simplement une manière commode pour nous de rassembler tout ce qu'on dit sur la transition numérique, la transition écologique, la transition démocratique. C'est quelque chose en fait de beaucoup plus ambitieux, de plus certainement aussi beaucoup plus distant par rapport à vos préoccupations immédiates. C'est l'idée que nous sommes entrés depuis le milieu du siècle dernier, aux environs de la Seconde Guerre mondiale, dans une nouvelle phase de l'humanité, une quatrième grande transition, en fait, qui est équivalente à les grandes transitions précédentes, en fait, celle du néolithique qui nous a conduit à passer des chasseurs-cueilleurs nomades à des urbains agriculteurs, celle de l'écriture qui nous a permis de passer de la préhistoire à l'histoire et aux grandes civilisations, et puis celle de la modernité, l'entrée de la modernité, qui nous a conduit à les révolutions industrielles, la modernité, la démocratie, etc. Donc c'est une révolution, en fait, une phase historique aussi importante, aussi radicalement différente des autres que ces trois grandes transitions. La grande différence, simplement, c'est que cette transition, elle va se faire sur une période beaucoup plus courte que les précédentes. C'est-à-dire que la première, c'était 10 000 ans, là, ça va être 2 siècles, même pas. Alors, quel est le... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette hypothèse de grande transition, ce n'est pas une hypothèse nouvelle. C'est une hypothèse qui a été faite très, très tôt, après la Seconde Guerre mondiale, ou aux environs de la Seconde Guerre mondiale, par des grands penseurs américains, en particulier le grand sociologue des civilisations qui s'appelle Pietrym Sorokin, et aussi quelqu'un qui s'appelle Kenneth Boulding, qui a inventé beaucoup de choses, en particulier qui a inventé ce qu'on appelle l'écologie écologique, qui a inventé aussi l'image de la planète vaisseau spatial, qu'on est dans un vaisseau spatial commun, et qu'en fait, il nous a semblé utile de le réactualiser maintenant. Pourquoi? Parce qu'à la fois, ça nous permet d'éclairer ce qui est en train de se passer, et aussi parce que nous sommes à une période absolument critique de cette grande transition, une période critique importante. Alors, cette grande transition a donc son origine à la Seconde Guerre mondiale, et elle a pour la caractériser très simplement, en fait, vous les connaissez, mais elle a trois grandes composantes. D'abord, la première composante, c'est le passage à une humanité globale. On passe du local au global, une humanité globale qui est beaucoup plus nombreuse, plus productive, plus ouverte aux échanges, plus interconnectée, qui partage aussi une même culture commune économique, mais qui doit aussi partager une terre aux ressources limitées, avec donc des conséquences très importantes sur l'environnement, et la nécessité face à ce qu'on appelle la seconde phase de l'Anthropocène, en fait, de s'engager désormais dans une transition écologique majeure pour rendre en fait cette terre globale vivable. La deuxième caractéristique, la deuxième composante, c'est en fait celle qui avait d'ailleurs été anticipée par les inventeurs en fait de l'informatique, Turing, von Neumann, etc., qui est en fait la sortie de l'âge agro-industriel, qui était celle de l'époque moderne, l'entrée dans ce qu'on appelle le monde 2.0, dans une nouvelle révolution technologique, le développement dans tous les domaines des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle, la capacité aussi d'intervenir sur le vivant et donc de repousser les limites du corps humain, avec comme perspective controversée quelque chose qui serait plus seulement le passage à l'humanité globale, mais le passage à une autre humanité, une humanité différente pour les siècles futurs. Et puis il y a une troisième composante qui, elle, a été proposée par Pietrym Sorokin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est en fait l'évolution vers des sociétés qui sont des sociétés plus immatérielles, aux deux sens du terme, à la fois, et avec l'émergence en fait, de nouvelles valeurs comme le féminisme, l'écologisme, les valeurs de partage, d'autres rapports à la propriété, une aspiration centrale à beaucoup plus d'autonomie individuelle et des revendications éthiques aussi qui sont portées de manière beaucoup plus forte que dans le passé. Mais en même temps que ça, en même temps que ce changement de valeur, ce passage à la société immatérielle, c'est aussi une déliaison croissante des individus par rapport aux institutions et aux formes traditionnelles de socialisation, la famille, les partis, les syndicats, etc. Et le développement de ce que quelqu'un qui s'appelle Ulrich Beck, qui a écrit un livre majeur sur cette grande transition, en fait, qu'on peut appeler la société du risque, la société réflexive, avec des individus qui sont à la fois beaucoup plus informés, beaucoup plus éduqués, mais également beaucoup plus inquiets, beaucoup plus critiques que dans le passé, et la tentation qui existe d'un contrôle social accru et d'une manipulation accrue de ses peurs, de ses attentes, etc. Donc ça, c'est les trois grandes composantes. Ces composantes, en fait, elles font dans l'ouvrage qu'on vous a présenté, qu'on n'aura pas le temps de... Il faudrait toute une matinée pour présenter l'ouvrage, hein, donc on ne présentera pas ça. Donc elles font l'objet, en fait,
d'une description importante. Mais l'originalité en fait, principale de cette idée de grande transition, c'est de dire que tout ça, ça fait système. Tout ça, en fait, c'est quelque chose qui va ensemble. Et donc, qu'il faut s'intéresser à leur complémentarité, à leur possible télescopage et à leur éventuelle contradiction. On voit bien, en effet, et d'ailleurs c'est un des scénarios qui est développé dans le livre, qu'il y a une convergence possible, par exemple, entre l'aspiration à plus d'autonomie individuelle et l'adoption de nouvelles valeurs fondées sur l'écologie, le droit à la différence, le partage, et de l'autre côté, la révolution numérique, tout ça, ça va très bien ensemble, et puis aussi le développement des technologies d'intervention sur le vivant, qui soient personnalisées, individualisées. Ça va très bien aussi avec la globalisation économique, et puis ça peut aussi s'accompagner d'une prise de conscience globale plus importante au niveau global des intérêts de l'écologie. Donc on voit qu'il y a éventuellement un scénario dans lequel toutes ces tendances-là pourraient converger éventuellement. Mais il est évident aussi qu'il y a des contradictions majeures, à la fois à l'intérieur de ces différentes grandes tendances et puis entre elles, des contradictions majeures. Par exemple, ils sont évidentes, par exemple, entre la globalisation marchande et l'environnement, contradiction majeure, entre la globalisation et le besoin d'identité, entre le souci de déliaison sociale, de se délier des structures sociales existantes et le besoin de sécurité qui reste quand même très important, et puis aussi à la fois les promesses de la technologie et le sentiment d'être de plus en plus aliéné et dépendant de cette nouvelle technologie. Donc, en fait, la question, ce n'est pas seulement de s'adapter à un futur qui est déjà presque écrit par avance. La question, c'est aussi de voir comment gérer, et ça, les collectivités locales peuvent faire quelque chose de très important, de gérer le télescopage de ces différentes transitions, de voir leur articulation. Et puis aussi, la question, c'est aussi d'apprendre, d'inventer en fait des voies radicalement nouvelles pour surmonter les contradictions majeures qui sont à l'intérieur de ces grandes tendances. Donc voilà un peu le premier point que je voulais aborder. Globalement, il y a une assez grande, dans l'ouvrage en tout cas, peut-être entre les auteurs, il y a une assez grande convergence sur ces grandes tendances-là. Mais là où il y a beaucoup plus de controverses, c'est sur les chemins de transition, comment aller vers cette transition, etc. Dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, on a pu penser, comme ça a été le cas, je pense tout le monde connaît le livre de Fukuyama qui s'appelle « La fin de l'histoire », on a pu penser qu'avec le développement durable, avec la fin du communisme, avec les promesses de l'informatique, avec l'ouverture du commerce de l'OMC, etc., on a pu penser qu'il y avait un chemin qui était ouvert, un chemin relativement, dirons, vertueux, si on veut, vers une société de la connaissance plus libre, plus créative, plus écologique, plus globale. Mais à partir des années 2000, on est entré dans une période d'accélération absolument énorme de toutes ces tendances, des changements, une accélération sans précédent, ayant comme conséquence des incertitudes beaucoup plus grandes. Et c'est l'entrée dans les années 2000, dans ce qu'on peut appeler non pas la grande transition, mais en fait la grande disruption, en reprenant en fait les mots de Stigler sur la grande disruption. C'est-à-dire, grande disruption, c'est le fait qu'on est confronté dans tous les domaines à une accélération et à des changements radicaux beaucoup plus importants que ce qu'on pouvait imaginer auparavant. Il y a une enquête qui a été faite en 2017 auprès des entreprises, et là on rentre un peu dans les choses un peu plus concrètes, et qui disait que pour 2/3 des entreprises, elles considéraient qu'elles étaient confrontées ou bouleversées par des changements radicaux. Elles avaient à affronter des changements radicaux. Et je pense que c'est le cas aussi pour les territoires. Et ces changements radicaux, bon, je n'ai pas le temps trop d'en faire la liste, mais on les connaît tous. Hein. C'est donc la grande disruption. C'est d'abord, je dirais, le choc majeur, l'effet de sidération, par rapport au fait qu'on n'a plus que 10 ans pour sauver le climat. Donc c'est un effet de sidération, déjà, c'est un choc très important. C'est l'explosion du numérique que Christine va développer, je ne développe pas. C'est le basculement de la puissance. Les 6 GAFA équivalents chinois qui sont dans les 8 premières capitalisations boursières. C'est la Chine qui sera première puissance mondiale en 2030. C'est la concentration de la richesse dans 1% de la population et dans les métropoles. C'est la révolution du travail. En 2030, plus de robots que d'hommes. C'est l'émergence de ce qu'on peut appeler les alien générations, c'est-à-dire une génération complètement différente de la nôtre, enfin des précédentes, enfin de la mienne en tout cas. C'est né dans le monde du numérique, c'est le basculement démographique, c'est la crise du politique et l'essor de la société civile, et c'est l'accélération des coupures territoriales. Alors il y a 2 images par rapport à tous ces chocs, compte tenu de tous ces chocs, il y a 2 images en fait qui sont proposées dans le livre sur ce que peut être en fait cette grande transition dans le futur. Il y a 2 images. Alors, il y a
une première qui n'est pas là. La première image, c'est l'idée qu'on saute au-dessus d'un précipice. C'est-à-dire qu'on est, on est en rupture, on fait une rupture par rapport au passé, on saute dans le précipice et on ne sait pas vers quoi on va retomber. Et puis, il y a une deuxième image, en fait, qui est l'image qui est là, c'est l'image de la subduction, c'est-à-dire de deux plaques tectoniques, en fait, qui se rencontrent. La plaque ancienne qui est en dessous de la place nouvelle qui est en train d'émerger. Et naturellement, comme ça se passe dans le domaine de la géologie, c'est des risques de tremblements de terre, c'est des risques volcaniques, c'est des choses comme ça. Et c'est l'entrée dans ce qui peut être caractérisé par Fabienne Gobaudiman, qui est un des auteurs qui a fait émerger cette notion de grande transition, vers une période caractérisée par 4 mots: vulnérabilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Le monde VUCA. Donc, alors, la seule chose qu'on puisse dire à partir de ces deux images, la subduction d'un côté, le passage, le saut par rapport au précipice et le fait qu'on va complètement vers autre chose, c'est l'idée qu'en fait, les chemins de cette transition, on les connaît pour le passé, pour le futur, en fait, ils sont relativement incertains. Pourtant, il y avait des prospectivistes, il y en a un grand en face de moi, qui est Thierry Gaudin, 2100, et un autre grand travail de prospective des années 90, un travail majeur, les deux travaux sont expliqués dans le livre, qui disait qu'en fait, dans le monde futur, c'était, en fait, il y avait des grands risques, il y avait des risques d'effondrement, il y avait des risques de ce qu'on appelle les mondes forteresses, c'est-à-dire de repli de certains États et de certaines populations riches dans leurs forteresses, mais qu'on pouvait s'en sortir à trois conditions: investir massivement dans l'éducation, investir dans les infrastructures écologiques, investir et aussi avoir une politique très ambitieuse de développement durable, ce qu'on appelle le développement durable fort, donc une politique très forte de développement durable. On est 20 ans après, on a perdu du temps. Il y a des marges de manœuvre qui se sont fermées, des portes qui se sont fermées, mais il y en a beaucoup qui se sont ouvertes aussi. Il y a beaucoup qui se sont ouvertes, notamment parce que la population maintenant, la société est prête à faire des changements beaucoup plus importants que ce qui était le cas il y a 20 ans, parce que aussi on a des innovations importantes qui sont en train d'émerger dans tous les domaines, dans l'alimentation, dans le transport, etc. Et donc on a des opportunités aussi à valoriser pour le futur. Et l'hypothèse qu'on fait, 2 minutes. Et je terminerai là. L'hypothèse qu'on fait, en fait, c'est que les territoires auront un rôle très important à jouer pour valoriser ces innovations. Voilà. Merci beaucoup.